Bonjour tout le monde, c'est Théo. Et Emeric, vous êtes sur le podcast Théorique. Ici on parle sport, santé et performance. Pour commencer, on va vous décrire un petit peu notre parcours sportif et les études qu'on a réalisées pour nous connaître voilà, un petit peu plus. Donc toi Théo par exemple, est-ce que tu peux nous décrire ton Alors parcours? moi j'ai commencé le rugby à 10 ans en banlieue toulousaine dans un petit club et j'ai pratiqué le rugby jusqu'à mes 18 ans. Entre-temps, vers 16 ans, j'ai commencé la musculation mais c'était vraiment loisir et puis pour Ok, faire un peu comme à la télé. ouais. Et ensuite j'ai arrêté le rugby à mes 18 ans à cause des études. Et par contre j'ai continué la musculation et j'ai fini par ajouter la course à pied. Et là, depuis 5 ans, je fais musculation et course à pied en moyenne 5 fois par semaine. Ok, ben moi j'ai un parcours qui est un peu similaire dans le sens où j'ai arrêté le foot après le sport-études. Donc en fait, j'ai commencé la pratique du foot à l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans. Je suis passé par le sport-études à Font-Romeu. Donc tout ce qui est entraînement en altitude, etc., j'ai commencé à connaître là-bas. À savoir que je suis passé de un entraînement par semaine à 7 entraînements par semaine. Donc c'était un gros changement pour moi. J'ai appris beaucoup, j'ai appris ce qu'était la prépa physique, parce que ça, je savais pas du tout ce que c'était. Sur les 7 entraînements, ouais, on avait 2 fois la prépa physique. Et après, on avait donc 2 fois du run. Donc c'était la course soit module trail, soit c'était sous forme de course à pied classique. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre goût aussi au trail et on se rejoint sur la pratique du trail parce que voilà, il me semble que toi tu fais quand même pas mal de sorties là-dedans. Ouais, je fais quelques sorties par semaine, de 1 à 3 en fonction de ce que j'ai fait dans la semaine, si j'ai fait plus de muscu ou plus de course à pied. Après, j'ai un petit peu d'expérience en trail, rien de haut niveau, mais j'ai fait quelques trails ici dans la région et pareil autour de Toulouse. Ok. Et toi, c'est vrai que tu viens de Toulouse, mais cette pratique du trail, est-ce qu'elle est venue en te déplaçant voilà, sur Paziol? Parce que c'est vrai qu'à la base, tu viens en vacances ici. Est-ce que c'est plus, t'es allé courir dans les sentiers de Paziol en vacances et c'est là que c'est venu? Comment ça t'est venu cette pratique du trail? Alors ouais, moi ça m'est venu ici en venant à Paziol plutôt d'abord par défi parce Ok. que ici tout est vallonné et donc je me disais bah, si je peux courir sur des côtes qui font 200, 300 mètres avec un petit peu de dénivelé, bah, Hmm. forcément courir en ville ce sera plus facile. Ouais, plus de Et puis facilité. ensuite, en fait j'ai commencé à prendre beaucoup plus de plaisir parce qu'ici ça me permettait de courir avec des super paysages alors qu'en ville c'est vite plat et très monotone. Et donc petit à petit, j'ai arrêté la course à pied, on va dire classique, pour venir plus sur du trail. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à prendre vraiment plus de plaisir et être plus assidu dans la pratique de la course à pied. Toi, tu as fait quel type de licence, vu que là, actuellement, tu es ostéopathe? Par quel parcours t'es passé? Ouais, alors moi j'ai fait un parcours classique, entre guillemets. Assez rapidement, j'ai su que je voulais faire un métier médical et avec de la pratique. Donc je me suis orienté rapidement vers les thérapies manuelles. Donc j'ai fait un bac S et à la sortie du bac, je me suis de suite inscrit dans une école d'ostéopathie. Donc là, c'est Ok. des écoles, actuellement, c'est des écoles qui sont toutes privées et c'est des cursus en 5 ans où on commence d'abord par uniquement de la théorie et ensuite, au bout de la 4e année, on associe pratique et théorie au sein d'une clinique qui appartient à l'école. Et au bout de 5 ans, si tout se passe bien, on est diplômé. Et toi, du coup, tu disais au début de la vidéo que tu étais passé par le sport-études. Est-ce que tu peux C'est nous ça. expliquer un petit peu comment tu es passé de sport-études à la fac et ton cursus? Ok. En fait, c'est un peu comme une suite logique. C'est vrai que quand j'étais au sport-études, on me parlait beaucoup. Ouais, le STAPS, c'est intéressant. Si la prépa physique, ça t'intéresse, il faut que tu fasses un saut dans ces études-là. Donc, j'ai suivi. La première année en licence, c'est assez général en STAPS. Et dès la deuxième année, je me suis spécialisé dans l'entraînement sportif. Donc, j'ai fait une licence MHFA, spécialité. Donc, c'est musculation, haltérophilie, force athlétique. J'ai pu observer énormément de techniques d'entraînement. Je me suis mis à la salle de sport dès la première année de licence. Donc j'ai toutes les méthodes en fait qu'on a vues en cours. Je les ai essayées, c'est-à-dire le 5-3-1, la méthode bulgare, tout type de méthode qu'on apprenait en cours de préparation physique. Moi, je les appliquais directement. Ça, c'était super intéressant. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on avait des intervenants qui étaient des préparateurs physiques diplômés. On avait Landry Sampéré, c'est le préparateur physique de la SBH. Et après, ben, j'ai enchaîné par un master. EOPS, entraînement, optimisation de la perf. Et là, je suis passé de préparation physique à préparation mentale. Je me suis ouvert de nouveaux horizons, parce que c'est vrai que la prépa physique, j'avais vu une bonne partie, on n'en voit jamais tout et on apprendra tous les jours. Mais je voulais voir ce que ça donne, ce côté-là, plus mental, quoi.
toi, Théo, du coup, dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as fait? Alors, moi, mon mémoire, il n'était pas en rapport avec le sport. Le but de mon mémoire, c'était de montrer qu'on peut prendre en charge des patients atteints de cervicalgie chronique, donc de douleurs des cervicales depuis plus de 6 mois, en ne traitant uniquement que la mâchoire et les muscles masticateurs. Le but, c'était de mettre en relation les différentes structures de la mâchoire et les différents muscles autour de la mâchoire et leur effet sur les cervicales. Donc c'est quand même un sujet qui t'intéressait, c'est un sujet qu'on t'a proposé. Ouais, c'est un sujet qui m'intéressait parce que j'aimais bien l'articulation de la mâchoire et je voulais montrer qu'elle ne servait pas uniquement à mâcher comme on peut vite le penser, qu'elle avait aussi un rôle dans la posture. Vu que c'était compliqué de mettre en place des tests pour montrer ses effets sur la posture globale, je me suis orienté sur la posture des cervicales et donc sur les douleurs cervicales. Ok, parce que tu vois, ça par exemple, je savais pas du tout que ça avait un impact sur la posture au niveau de la mâchoire. Ouais, en fait, justement, moi, ce qui m'a donné envie de partir là-dessus, c'est la lecture d'une première étude où, en fait, ils ont pris des personnes et ils ont commencé à leur caler des petites cales en carton de quelques millimètres d'un côté ou de l'autre de la mâchoire. Ouais. Et ensuite, ils leur faisaient serrer les dents et avec des appareils, ils mesuraient leur appui au sol, voir s'il était le même avec et sans le carton. Ok, grosse Et différence. donc, ils montraient qu'il y avait des différences et ça m'a intrigué. J'ai essayé de m'inspirer de ça pour mon mémoire et de, entre guillemets, continuer leur piste et apporter ma petite pierre en tant qu'étudiant à l'édifice. Ouais, c'est bien parce on est vraiment complémentaires et ça va être intéressant pour ce podcast parce que toi, tu vas aussi apporter cet aspect approche du corps humain, anatomie, etc. Même si moi, j'ai quelques notions, je pense que tu es vachement plus spécialisé là-dedans. Donc c'est vrai que ça, c'est cool, on va pouvoir se compléter. Ouais, et C'est puis toi, intéressant. ce qui va être bien, je pense que ça va être, tu vas pouvoir apporter aussi ce côté plus scolaire et vraiment universitaire avec ton habitude de lire beaucoup d'études et de te renseigner parce que c'est vrai que moi, bon, je ne suis pas trop porté sur la lecture, j'aime bien les études, mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas, ça fait un moment que j'en ai pas lu, donc ça va me forcer aussi à m'y remettre et puis je pense que ça va être une chouette aventure. C'est clair. Ben moi, ça va me permettre. Bon, j'en lis de temps en temps. Après, c'est vrai que là, on va s'y remettre encore plus dedans. Mais toi aussi, tu regardes beaucoup de podcasts. Donc voilà, c'est vrai, ça va être cette complémentarité qui va être super intéressante. Du coup, Théo, on est tous les deux dans deux assos. Donc on va aussi ça peut-être un petit peu l'expliquer. Effectivement, j'ai créé le Institution Tournoi Ouais. depuis 2018. Tu es un des membres du staff, même un des membres du bureau. On a vu ce tournoi vraiment évoluer. Au tout début, je crois que tu n'étais pas là sur les 3 premières années. C'était un tournoi tout petit. On était sur du local, 8 équipes des Corbières, que des potes d'ici. C'était une super ambiance, très conviviale. De suite, beaucoup de plaisir, beaucoup de partage. Et ben là, maintenant, on a beaucoup évolué. Depuis, je crois, 2020, on a passé la barre des 100 joueurs. Et maintenant, on est sur 170 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. On a plus de 750 personnes qui se sont déplacées sur l'événement, des joueurs qui viennent de Suisse, de Belgique, de partout. Donc ça, c'est une super expérience. Je voulais savoir, toi, en tant que membre du staff et aussi joueur, qu'est-ce que tu penses de cet événement? Et voilà, partager un petit peu cette expérience aussi. Bah, forcément, j'en fais partie et j'ai aidé à le monter. Donc, moi, je suis super fier de cet événement. Je vais vous dire que c'est un super événement. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à garder les principes et les valeurs des premières éditions où c'était vraiment la convivialité, l'état d'esprit, vraiment autour du fait de jouer avec les copains. Et en même temps, on a réussi à faire évoluer le tournoi et à le faire passer dans une autre sphère. Et moi, j'aurais jamais pensé qu'on arriverait à le faire évoluer à ce niveau-là. Aujourd'hui, on propose plus seulement un tournoi de foot, mais c'est vraiment un événement qui est complet, Plusieurs avec services, ouais. des DJ, avec une animation à la fin du tournoi pour que tous les joueurs puissent faire la fête ensemble. On propose aussi de la restauration. C'est vraiment une offre complète. Et ça, c'est vraiment une belle réussite. Ouais. Ouais, c'est vrai, je te rejoins. On a réussi à monter en qualité événementielle, donc c'est exactement ce que tu as dit, tout en gardant cet aspect, moi, du sport co, qui est pour moi des valeurs essentielles, c'est le partage, la convivialité. On est aussi au Pasiolum Gym Club. Théo, est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est? Dans cette idée de favoriser l'accès au sport
Et surtout ici, dans les Corbières où tout est rapidement loin, on a décidé de créer une salle de musculation associative, ici au Pasiolum Gym. L'idée, c'était de permettre à tous les habitants des Hautes-Corbières de pouvoir venir s'entraîner sans perdre trop de temps sur la route et en profitant d'un matériel de qualité pour que les gens comme nous qui cherchent un minimum de performance puissent continuer à performer et à progresser, mais aussi que ce soit facile et sécuritaire pour que n'importe qui puisse venir s'entraîner et fermer la porte à personne. C'est ça, exactement. Et c'est vachement apprécié par tout un type de public, hein. On a vraiment un public varié, comme on dit dans une vidéo qu'on a préparée là avec Théo, de 16 à 73 ans. On a vraiment la chance de pouvoir créer un lieu de rencontre où tout le monde s'entraîne, tout le monde échange. Et je pense qu'à l'avenir, ça c'est quelque chose qui va grossir. Et ça va être aussi un atout super intéressant pour la commune. Et pour nous, ça va nous permettre de voir ce projet évoluer, puisque c'est vrai qu'on participe au budget citoyen. C'est un budget qui est prévu par le département de l'Aude pour pouvoir créer des projets plus ou moins conséquents. Nous, on veut aménager ce nouvel espace là, qui est au-dessus du local des chasseurs pour agrandir cette salle de sport et avoir du nouveau matos et toujours monter en qualité. Donc ça, c'est super cool qu'on ait l'opportunité de faire ça dans le milieu associatif, de proposer des projets qui évoluent à chaque fois. Ouais, et puis ça nous permet aussi de voir un petit peu le côté entreprise. Alors, même si ce n'est pas une salle de sport pour faire du bénéfice, parce que nous, on n'a pas besoin de ça pour vivre, on a d'autres activités à côté, mais c'était intéressant de voir comment on monte une salle de sport, quels papiers on a besoin de faire, quelles assurances on doit demander, est-ce qu'il faut s'affilier ou non à une fédération. Et ça nous permet de voir aussi un autre côté du sport que les gens n'envisagent peut-être pas. Et finalement, on se rend compte que monter un club, monter une association, monter une structure, c'est pas toujours évident. Ça demande quand même pas mal d'efforts, pas mal de connaissances. Mais pour autant, c'est pas non plus impossible si on se donne les moyens, qu'on se documente. C'est ça, ouais, voilà. Faut juste de la motivation, juste avoir des personnes, 2-3 appuis qui aussi sont là-dedans, sont dans l'associatif et sont en fond dans des projets. C'est vrai que ça. Donc on bosse tous les deux ensemble assez facilement. Ouais. On a aussi Samuel et Pablo qui sont dans l'équipe, qui peuvent de temps en temps nous donner un appui. Donc ça c'est intéressant. Maintenant peut-être qu'on va un peu mettre un entonnoir sur notre approche de l'entraînement. Moi je voulais savoir Théo, quelle est ton approche de l'entraînement? Est-ce que tu as une approche hybride? Est-ce que tu as une approche classique? Comment tu vois ta façon de t'entraîner? Alors moi déjà, je pense que de mon point de vue, c'est peut-être aussi ma casquette d'ostéo qui me fait penser comme ça. Moi, je m'entraîne d'abord pour mes aptitudes. Ce que je veux, c'est de ne pas être prisonnier de mon corps et pouvoir faire ce que je veux avec mon corps dès que j'en ai envie. De ne pas me poser la question, j'ai envie d'aller faire du ski, est-ce que j'en suis capable? J'ai envie d'aller faire du surf ou du paddle, est-ce que je vais pouvoir le faire sans me mettre en difficulté? Je veux pouvoir faire ce que je veux avec mon corps. Okay. C'est pour ça que j'ai commencé à mélanger à la fois la musculation et la course à pied. Et quand je parle de musculation, c'est à la fois de la musculation peut-être traditionnelle avec un petit peu d'hypertrophie, mais aussi des phases où on travaille plutôt la force et des exercices au poids du corps. En fait, j'essaye de vraiment être polyvalent et de pouvoir faire ce que je veux avec mon corps. Ouais. D'accord, ouais. Donc tu as quand même une bonne connaissance des méthodes d'entraînement. C'est vrai que je sais que tu suis beaucoup de préparateurs physiques sur Instagram. Ouais, je me suis renseigné petit à petit. Voilà, quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé à la salle peut-être un peu comme tout le monde, on va dire, en m'inspirant de ce qu'on voyait à la télé. On l'a tous fait, ouais. Voilà, les films, Rocky, ce genre de choses. Donc au début, on reproduit un peu bêtement. Après, nous, quand j'ai commencé, c'était le début aussi des vidéos sur YouTube. Donc Thibaut InShape, Thibaut InShape, Bodytime, ce genre de choses. Donc on se renseignait comme on pouvait avec YouTube, Internet. Et puis petit à petit, je suis tombé sur des gens de plus en plus précis, avec des informations de plus en plus qualitatives. Et donc je me suis renseigné comme ça, petit à petit, en lisant quelques livres, en écoutant beaucoup de podcasts.
Ouais. et en allant chercher l'information où je pouvais. Ok. Ouais, c'est vrai que sur ça, ben, comme on le disait juste avant, hein, cette veille scientifique, c'est une forme de veille scientifique, on va dire, puisque ces personnes-là partagent aussi des articles. Ça, on l'a tous les deux. On veut vraiment avoir une vision de l'entraînement qui est globale, connaître toutes les méthodes pour pouvoir se tester sur plusieurs choses. Et non, c'est vrai que ça, on a tous les deux cette approche hybride de l'entraînement qui mêle voilà, la course à pied, l'entraînement en force, peut-être un petit peu d'hypertrophie, faire du VTT. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super cool. Et par contre, ce que je voulais te demander, c'est en termes de pratique de compétition, parce que moi, je sais que j'adore la compétition. Dès que je fais du trail, que je vais courir pendant un mois, que j'ai pas d'objectif, moi, je n'y arrive pas du tout. Je suis obligé tous les 2 mois, comme tu le sais, hein, d'avoir voilà, le trail Qatar qui est prévu là bientôt. J'ai fait le Grand Raid de Camargue, je veux programmer un semi, etc. Pour avoir ces échéances, pour préparer un programme d'entraînement qui est cohérent, j'ai besoin de ça. Est-ce que toi, tu as besoin d'avoir des objectifs ou pas forcément? Alors moi, pas spécialement. Genre, j'ai fait quelques compétitions, quelques trails, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, mais c'est pas quelque chose dont j'ai forcément besoin pour aller m'entraîner. C'est vrai que moi, le simple fait de me sentir bien dans mon corps, de me sentir en pleine possession de mes moyens et de prendre du plaisir à m'entraîner, ça me suffit. Ok. Alors j'aime bien la compétition parce que ça me donne un objectif, ça me met un petit coup de pied aux fesses, ça me force à m'entraîner plus sérieusement. Et Mm. puis le jour des compétitions, tous ceux qui en ont vécu, ils le savent, c'est une ambiance incroyable Ouais, voilà, et cette ça émotion. nous transcende. Mm. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin pour m'entraîner au quotidien. Moi, je suis capable de passer plusieurs mois, voire un an sans compétition, et pourtant tous les matins me lever et aller m'entraîner, c'est pas un souci. Ouais. Ok, bah ça c'est super intéressant. Je pense que ça va aussi avec toi, ta dynamique de santé, comme tu dis, Ouais, je qui te pense que permet ça, c'est beaucoup d'accéder. ma casquette d'ostéo qui me fait voir vraiment les bienfaits que ça m'apporte de m'entraîner avant même de voir le côté compétition et résultat. Ok, ouais, parce que moi je suis sur cette forme de plateau de performance, j'appelle ça. Quand j'ai pas d'objectif sur 3 mois, j'ai vraiment du mal à me lancer sur les séances. Je l'ai fait les séances, mais je sais que c'est pas l'optimal. Je vais avoir 3-4 exos sur la séance. Les 2 derniers, je vais dire allez, j'ai pas d'objectif, j'arrête. C'est pas le truc qu'il faut avoir normalement. Cette motivation doit normalement toujours être là. Et du coup, comment tu fais, toi qui es ostéopathe et qui est dans d'autres associations, puisque tu es aussi président d'une autre association de la MJC Pasiol, comment tu fais pour allier tout ça? Déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est identifier quand est-ce que j'étais le plus efficace et quand est-ce que j'aimais le mieux m'entraîner. Et donc Ouais, rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais m'entraîner et que j'étais plus performant le matin. Souvent, le soir, quand je rentre du travail ou à l'époque, quand je rentrais des cours, j'avais plus du tout de motivation et plus du tout ok. d'énergie. Donc déjà, pendant mes études, j'ai commencé à mettre le réveil tout simplement plus tôt, à m'entraîner 1 heure et demie avant de me préparer et avant d'aller en cours. Ouais. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets plus simple parce que j'ai la chance de faire un travail où je suis mon propre patron et donc où je peux faire mes propres emplois du temps. Et donc, j'essaye d'adapter mes emplois du temps au mieux et de toujours pouvoir m'entraîner le matin. Donc, des fois, ça me demande de me lever très tôt. Des fois, je peux dormir un Faut le peu faire, hein. plus, mais je m'entraîne toujours le matin. Au moins, une fois que j'ai fait mon entraînement, déjà, je suis bien réveillé, j'ai de l'énergie et puis j'ai plus besoin d'y penser. Je peux faire ma journée de travail tranquillement. Le soir, quand je rentre, je sais que tous mes objectifs sont cochés, tout ce que j'avais à faire, c'est fait. Et je peux me reposer tranquillement et attaquer une nouvelle journée le lendemain. Ok. Alors, Et toi, ouais. comment tu fais pour, comment tu fais pour t'entraîner et rentrer ton programme d'entraînement dans ta journée? Alors là, récemment, là, j'étais au chômage, donc je vais pas le cacher. C'était hyper facile de m'entraîner. Là, je viens d'intégrer l'entreprise Decathlon avec des horaires changeantes. Donc, ce que je fais, c'est que généralement, je suis plus à l'aise pour courir le matin. Donc, je vais courir très tôt le matin. Comme toi, ça, j'arrive à le faire. Par contre, le côté muscu, j'y arrive pas du tout. Je rentre du boulot tard, je m'entraîne. J'arrive à garder cette énergie parce que depuis quelques années, je me suis renseigné et je me donne des coups de boost. Je prends des gels ou des choses comme ça le soir avant de rentrer et ça me redonne cette pêche voilà, pour pouvoir m'entraîner. Donc, j'arrive quand même à l'allier. Je suis quand même un lève-tôt, donc pour la course, c'est bon. Et pour la musculation, il y a pas de souci, je m'entraînerai le soir ou quand j'ai des après-midi de libre. Après, c'est vrai qu'on n'a pas discuté de notre fréquence d'entraînement. Toi, tu as une fréquence qui varie peut-être ou pas forcément? Moi, j'essaye de m'entraîner 5 fois semaine.
basiquement du lundi au vendredi, samedi, dimanche de repos et on rattaque. Ça, c'est vraiment dans l'idéal. Après, comme tout le monde, des fois on a des imprévus, donc rarement, mais ça peut m'arriver de tomber à 3-4 séances par semaine. Quand c'est comme ça, j'essaie de ne pas trop me prendre la tête, de faire le travail le mieux possible et puis de me rattraper la semaine d'après. Et puis à l'inverse, des fois j'ai plus de temps, donc par exemple le samedi matin, je vais rajouter une séance de plus, course si j'ai pas assez couru, muscu si j'ai pas fait assez de muscu et je m'adapte comme ça. Et justement, quand même les choses sont assez bien faites. Souvent, une semaine où je vais pas pouvoir trop m'entraîner, elle va s'enchaîner avec une semaine où je vais avoir plus de temps et donc j'essaie de rattraper aussi mon retard comme ça. Ouais. Ok, Et t'arrives c'est à pour ça en avoir cet moyenne, équilibre. je fais quand même 5 séances par semaine. Ouais. Ok, c'est déjà une très bonne fréquence, Ouais. franchement. Et toi, justement, tu as un volume un peu plus haut, surtout quand tu es en période de préparation. Comment tu fais justement pour rentrer un volume plus haut dans une semaine qui fait la même taille? Est-ce que aussi tu n'es pas trop fatigué de faire des volumes si hauts? Alors, bon, j'ai quand même, j'allais dire que 2 entraînements en plus que toi. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir apporter du bi-quotidien. Donc, je vais aller courir le matin, comme j'avais dit tout à l'heure, et faire la muscu l'après-midi. Faut savoir que j'ai gardé cette fréquence que j'avais au sport-études là, de 7 séances par semaine, parce que ça me plaît. Quand je dis 7 séances, il y a quand même un jour de repos pour permettre au corps de vraiment se régénérer, parce que ça, faut pas le négliger. Alors, en termes de préparation, comme tu m'as demandé, ce que je fais, quand je suis assez loin de la période de course, par exemple, je vais me baser plutôt sur la compétition en course à pied, parce que je fais jamais de compétition en muscu, entre guillemets. D'abord, je fais de l'endurance fondamentale. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est courir à une fréquence cardiaque qui est assez basse. Donc ça me fatigue pas du tout. Je fais 3 sorties de course à pied par semaine, 4 fois de la muscu. Donc là, c'est des séances qui sont pas trop sollicitantes. Puis plus j'avance vers l'objectif, plus il y a cet affûtage qui vient. Rajouter des intervalles, des intensités, des séances côte si c'est du trail. Là, forcément, le corps, ça fatigue un peu plus. Donc ce que je fais, c'est que au début, je vais me permettre de travailler en force sur les séances de musculation, notamment sur le bas du corps ou sur le haut du corps. Et plus en fait on va monter en intensité sur la course à pied, plus je vais diminuer cet aspect musculation pour quand même garder un système nerveux qui est frais, parce qu'on sait que c'est la base pour performer. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je jongle sur l'équilibre pour pouvoir Ouais, donc performer. en gros, tu essayes d'équilibrer un petit peu l'intensité globale de ta semaine, on va dire. Exactement. Donc si tu augmentes le curseur d'un côté, tu le diminues de l'autre pour garder une intensité qui est globalement toujours un peu équilibrée. C'est ça, voilà. Ok. C'est cette idée-là. Et bon, maintenant, on va passer au vif du sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet podcast et quel va être le but justement de notre série Alors, c'est vrai qu'on a eu cette idée là, depuis pas très longtemps de lancer un podcast. Toi, tu es à fond dans ce type de contenu et tu m'y as mis un peu dedans. Moi, j'en regardais de temps en temps, mais là, j'en regarde beaucoup et c'est super intéressant parce que il y a des échanges d'athlètes, des échanges d'expériences. Et ça, moi, je trouve ça globalement super intéressant de pouvoir avoir cette approche-là qui est différente de juste lire des études scientifiques. Et vu que voilà, tu es un petit peu plus spécialisé dans le podcast, je vais te demander, voilà, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans le podcast et qu'est-ce qui t'intéresse pour ce qu'on va proposer, nous, dans le contenu. C'est vrai que moi, ce que j'aime dans le podcast, c'est que c'est beaucoup plus facile, à mon avis, à consommer que les études. Parce que les études, il faut déjà les lire, ça prend plus de temps. Quand on lit, on ne peut pas faire d'autres tâches, alors que le podcast, ça s'écoute. Mm. Et c'est aussi que le podcast, c'est vachement plus vulgarisé. C'est vrai. L'étude, si on ne maîtrise pas le vocabulaire, si on ne maîtrise pas les principes sur comment réaliser une étude, comment savoir si l'étude est fiable ou pas, ça devient vite compliqué. Mm. Alors que le podcast, si on a des bons intervenants, c'est facile et accessible pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Puis les articles scientifiques, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine analyse. On ne lit pas un article scientifique comme on lit une vulgarisation. Si tu lis juste une conclusion mais que tu ne connais pas le contenu, c'est pas possible. Alors que le podcast, c'est que du contenu tout au long. Le but de ce podcast, c'est pour nous d'apprendre et vous présenter les informations les plus pertinentes, interviewer et de discuter avec des gens qui ont vraiment des connaissances pointues, que ce soit des sportifs de haut niveau, des professionnels de santé, mais aussi tous les spécialistes qui gravitent autour de ces deux sujets, aussi bien les entraîneurs,
que les managers. Essayer d'explorer le sport et la santé d'une façon profonde et globale. Ok. Ouais, c'est vrai que on a la chance, toi, tu es au niveau du 13 catalan à Perpignan, donc tu t'es créé un réseau et aussi peut-être avec tes études. Donc ça, c'est cool parce qu'on va pouvoir avoir tout un panel de personnes différentes. Là, je pense à Maxime qui sera le premier invité qui est passé par l'équipe de France de trail. Toi, tu connais ben, voilà, beaucoup de joueurs du 13 catalan. Moi, je connais, ben, j'ai des contacts déjà avec mes professeurs qui sont spécialisés soit dans la physiologie de l'exercice, soit dans l'entraînement mental. C'est vraiment intéressant, on va pouvoir traiter tout type de sujet, avoir cette approche athlète qui nous explique comment il fait sa préparation et tout ce qui est ben voilà, les physiologistes qui vont nous expliquer eux comment ils apportent leur pierre à l'édifice. C'est un atout et on va prendre beaucoup de plaisir à échanger sur ça, je pense. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les différences de point de vue et les différentes façons d'appréhender le sport, parce que pour moi, ça paraît logique d'associer sport et santé, mais peut-être que pour certains sportifs, ce ne sera pas le cas. Ils sont tellement dans leur objectif de performance qu'ils en oublient peut-être le côté santé. Et donc, ce serait intéressant de voir ces différences-là et puis d'échanger et d'enrichir nos connaissances. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va en apprendre beaucoup parce que nous, on a une certaine vision de l'entraînement, mais il y a des personnes, c'est totalement opposé. Il y a rien à voir avec ce qu'on pense nous et ça va être super de pouvoir échanger là-dessus. Ouais, et puis je pense que ça va aussi nous permettre d'être de plus en plus précis dans nos connaissances parce qu'à la fois on va apprendre des gens qu'on va interviewer, ça va aussi nous forcer, comme on le disait, à lire plus d'études et Aussi. donc indirectement, je pense que ce podcast, il va nous permettre de progresser dans notre pratique sportive, mais aussi, moi je le vois, dans ma pratique thérapeutique, je pense que ça va me permettre d'être plus performant auprès de mes patients. Et donc, ça va être que du positif. C'est ça, ouais. Plus on échange, plus on a une vision qui est élargie Ouais. et plus on va pouvoir avoir un panel d'action qui est intéressant. Alors, on vous invite, si le projet vous intéresse, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et allez nous suivre aussi sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Ciao! Ciao!